Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Et c'est une séance de renversement après 2 séances de hausse consécutives, de maigres rebonds. Les marchés actions en Europe replongent sur leurs plus bas de l'année qui ont été atteints il y a quelques semaines. Le CAC 40 évolue à nouveau sous les 5900 points en baisse d'un peu plus de 1%. Vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Parmi les faits marquants qui animent la journée sur le marché parisien, l'introduction en bourse de Deezer, très attendu évidemment par les marchés, les observateurs et les investisseurs, qui est plutôt une déception sur ce premier jour de bourse. On ne va pas se le cacher, avec une baisse de 25% environ pour le titre Deezer au moment où on se parle. On verra, c'est le début de l'aventure Deezer en bourse. Une première journée ne fait pas forcément une tendance pour la suite. On se souvient d'introductions en bourse catastrophiques qui ont été rattrapées par la suite. L'exemple emblématique, c'est celle de Facebook, il y a quelques années de cela maintenant, qui avait été une véritable catastrophe au démarrage. Et puis avec le succès qu'on a connu ensuite pour l'entreprise, on souhaite à Deezer le même succès que Facebook. Mais en tout cas, pour ce premier jour de bourse, c'est un accueil assez froid de la part des marchés, dans une ambiance qui reste pesante. On voit des mouvements sur les devises qui sont de plus en plus impressionnants, avec une parité euro-dollar qui évolue au plus bas depuis 20 ans. Désormais, l'euro-dollar qui a cassé 1,03, avec d'un côté la force du dollar. Le roi dollar face aux grandes devises majeures reste la devise star de cette année 2022. Et puis on peut noter quand même de manière intrinsèque une faiblesse de l'euro, avec des risques géopolitiques bien sûr qui sont spécifiques aujourd'hui à la zone euro au regard de la proximité avec le conflit entre la Russie de Vladimir Poutine et l'Ukraine notamment. Du côté des statistiques macroéconomiques, c'est une semaine qui sera marquée par l'emploi américain et le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. L'emploi maximum qui reste un des objectifs de la Fed. Alors c'est un objectif qui est remisé de côté aujourd'hui. La seule obsession de la Fed reste, dans son discours en tout cas, l'inflation, mais il faudra bien regarder un petit peu comment se comporte la croissance. Le marché s'inquiète de plus en plus des perspectives de croissance, et qui dit croissance dit marché du travail. On aura donc la photographie du marché du travail américain pour le mois de juin. Ce vendredi, on attend encore de bons chiffres et un taux de chômage qui reste proche de ses plus bas historiques à 3,6%. Nous en parlerons dans un instant avec Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Et puis focus sur la sphère émergente avec les spécialistes de Gemway Asset. C'est son président Bruno Vanier qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et le marché qui replonge après 2 jours de petits rebonds. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Exit le rebond d'hier, le CAC évolue désormais dans le rouge et digère difficilement le net ralentissement de la croissance du secteur privé de la zone euro. Les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global pour le mois de juin indiquent en effet que la région pourrait entrer en récession ce trimestre. L'indice d'activité PMI Composite a baissé à 52 en juin, son plus bas niveau depuis 16 mois, contre 54,8 en mai. L'estimation flash le donnait à 51,9. De plombée, on retrouve aussi l'euro. La monnaie recule à son niveau le plus faible depuis décembre 2002. Autre indicateur à la mi-journée en France au mois de juin, le rythme de croissance de l'activité dans le secteur privé a ralenti plus que prévu. L'indice PMI Composite a reculé à 52,5 contre 57 en mai et 52,8 en première estimation. Le PMI pour le seul secteur des services ressort à 53,9 après 58,3 en mai contre 54,4 en première estimation. Autre fait marquant aujourd'hui, d'après le Wall Street Journal, les États-Unis pourraient annoncer cette semaine une réduction des droits de douane sur quelques 300 milliards de dollars d'importations chinoises afin de freiner l'inflation. Le Premier ministre chinois Liu He et la secrétaire américaine au Trésor ont discuté ce matin par vidéoconférence des tarifs douaniers et des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement. Un dialogue qualifié de constructif par le ministère chinois du Commerce. Du
Du côté des banques centrales, leur action demeure la préoccupation des marchés, alors que la Banque d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt de 50 points de base pour la deuxième fois consécutive, une première dans l'histoire de l'institution. À noter que la Fed doit publier demain le compte-rendu de sa réunion de juin, et puis jeudi, ce sera au tour de la BCE. S'agissant des valeurs à suivre, enfin, le groupe français de musique en ligne Deezer est en forte baisse pour sa première séance de cotation en Bourse de Paris, après son rachat par le véhicule d'investissement I2PO en avril dernier. Sous l'effet du ralentissement de l'activité en zone euro, le secteur automobile repart à la baisse. Renault recule, et ce malgré l'annonce selon laquelle le constructeur a retenu la société de capital investissement Calista pour reprendre son usine fonderie de Bretagne. Et puis Valeo voit rouge, l'équipementier français a fait état du rachat de la participation de 50% détenue par Siemens dans Valeo Siemens e-Automotive. Tendance, mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Parlant du marché du travail américain, ça nous changera un peu des débats sur l'inflation qui ont animé la première partie de cette année 2022. Bastien Dreux est avec nous à distance, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Non pas que l'inflation ne soit plus un sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet déjà très bien documenté, dont on a discuté moult fois avec vous, notamment Bastien, à ce micro. Oui, je voulais qu'on décale un petit peu l'angle de vue vers l'emploi et le marché du travail. L'emploi maximum reste un des 2 objectifs officiels de la Réserve fédérale américaine. Alors, dans le discours de la Fed, la seule obsession reste la lutte contre l'inflation aujourd'hui, mais on sent bien dans le marché quand même que les questionnements sur les perspectives de croissance et donc la tenue du marché du travail aux États-Unis sont des questions qui sont en train de monter en puissance. On aura justement pas mal de chiffres qui illustreront la dynamique de l'emploi aux États-Unis cette semaine, avec l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes pour le mois écoulé, et puis le grand rapport mensuel sur le marché du travail américain pour le mois de juin qui sera publié vendredi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser à ce stade du marché du travail américain, Bastien? Oui, alors c'est vrai qu'on va avoir une petite mise à jour de l'état du marché du travail cette semaine avec tous les chiffres que vous venez de citer. Alors, dans quel état se trouve le marché du travail américain actuellement? Pour le moment, le marché du travail américain se trouve dans une situation qui est assez exceptionnelle encore. Il est même historiquement tendu, hein. On a quasiment 2 postes ouverts par chômeur. Et ça, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand on regarde des données alternatives, par exemple, il y a la société Indeed qui produit des statistiques du nombre de postes ouverts. On s'aperçoit que il n'y a plus d'augmentation du nombre de postes ouverts sur les derniers mois, mais il n'y a pas non plus d'effondrement pour le moment. Ce qu'on a pu voir sur les dernières semaines, c'est une petite augmentation des nouvelles inscriptions à l'assurance chômage. Mais cette augmentation, elle est pour le moment assez limitée. Puis quand on va regarder le stock de personnes qui sont à l'assurance chômage aujourd'hui aux États-Unis, ce stock, il est historiquement bas. Si on calcule un taux de chômage indemnisé aux États-Unis, il serait aujourd'hui en dessous de 1% de la population active, ce qui est du jamais vu depuis que cette statistique existe, depuis la fin des années 60. Alors la grande question, c'est quelle va être la résilience du marché du travail à une activité qui se contracte, à la récession. Là, il est maintenant clair que le PIB devrait se contracter au 2e trimestre après s'être déjà contracté au 1er trimestre, hein, ce qui est donc synonyme d'une récession technique avec 2 trimestres consécutifs de contraction d'activité. Et là, dans un contexte quand même de forte augmentation des coûts, les matières premières, l'énergie, les salaires aussi, et puis le coût de l'argent avec la remontée des taux de la Fed, il est quand même assez clair que les entreprises américaines vont
freiner sur les embauches et que le taux de chômage va finir par monter sur la deuxième partie de l'année. Donc là, on a encore un peu de temps pour le voir clairement dans les statistiques. En plus de ça, on dit généralement que le marché du travail, c'est une variable retardée par rapport à l'activité. Néanmoins, ce qu'on peut quand même dire, c'était que quand on regarde les derniers rapports sur l'emploi, on pouvait constater quand même un net ralentissement des créations d'emplois, et puis aussi le fait que les salaires progressent moins vite en 2022 que leur progression de 2021. Pour rappel, en 2021, il y avait encore des énormes trous dans les effectifs des entreprises, et puis on avait des salaires qui progressaient sur un rythme en annualisé, on va dire aux alentours de 6 à 7%, et là, sur 2022, on est revenu plutôt sur un rythme de progression des salaires en annualisé vers du 4 à 5%. Donc il y a déjà eu un ralentissement sur le marché du travail. Du point de vue de la Réserve fédérale américaine, comment on va se poser la question justement dans les prochains mois ? S'il faut attendre quand même que le ralentissement économique américain ait un impact à un certain stade sur le taux de chômage et sur la dynamique du marché du travail, sachant qu'elle a ses deux objectifs officiels dans son mandat. L'inflation, la stabilité des prix et l'emploi maximum. Est-ce que ces deux objectifs sont, équivalents dans la stratégie de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui et surtout demain ? Actuellement, c'est sûr qu'ils ne sont pas, ces deux objectifs ne sont pas équivalents, avec une inflation qui est à 8,6 et un marché du travail, comme je viens de le dire, que je venais de le décrire, qui est en très très bonne santé pour le moment. La Fed a clairement expliqué qu'elle allait privilégier la stabilité des prix. Et il y a même quelques petites phrases chocs qui ont été sorties ces derniers temps. Dans le dernier rapport de politique monétaire, la Fed parle d'une lutte inconditionnelle contre l'inflation élevée. Et puis il y avait Christopher Waller, qui est l'un des membres du board de la Fed, qui a dit que la Fed faisait actuellement un all-in sur l'inflation. Donc là, il n'y a pas vraiment de doute sur les priorités de la Fed. Alors on aura les minutes du FOMC demain soir. Lors du dernier comité de politique monétaire, il y avait eu une surprise parce que Powell avait lui-même contribué à créer les attentes d'une hausse de taux de 50 points de base, et la Fed avait finalement relevé ses taux de 75 points de base. Alors évidemment, le fait que l'inflation ait surpris à la hausse sur le mois de mai avec les 8,6, ça a dû jouer, ça c'est assez évident, mais on pourra quand même noter que Powell avait été reçu à la Maison-Blanche quelques jours plus tôt et que Biden avait même pris la plume dans le Wall Street Journal pour décrire sa stratégie contre l'inflation élevée, et que le premier élément de sa stratégie pour lutter contre l'inflation élevée, c'était de laisser le champ libre à la Fed pour mener son action contre l'inflation. Donc on peut penser qu'il y a une sorte de feu vert qui a été reconfirmé par Biden quelques jours avant ce FOMC. Paradoxalement, ça pourrait quand même coûter très cher à Biden lors des midterms, parce que avec ce resserrement monétaire qui vient perturber les marchés et qui vient détériorer les conditions, l'activité tout simplement, ça peut coûter cher à Biden pour les midterms. Oui, il voulait être jugé sur sa capacité à lutter contre l'inflation. Il se retrouvera peut-être jugé sur un début de détérioration du marché du travail. Oui. Ouais. Et 4%, 4,5% de taux de chômage, est-ce que c'est un niveau de chômage qui déjà infléchira le discours de la Réserve fédérale américaine ? Pas dans l'immédiat. Je pense qu'il ne faut pas du tout attendre ça dans l'immédiat, en tout cas pas dans les prochaines semaines. Déjà, on n'est même pas sûr de voir une détérioration du marché du travail très prochainement. Un ralentissement, c'est certain. On a même déjà commencé à le voir. Maintenant, pour voir un taux de chômage qui remonte de façon un peu substantielle à 4 ou 5%, il faudra vraisemblablement attendre vraiment la fin de l'année pour voir ce genre de chiffres.
chiffres. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la Fed, elle est vraiment prête à sacrifier la croissance et l'emploi pour essayer de juguler l'inflation élevée. En tout cas, c'est ce que les membres du FOMC disent maintenant explicitement. La grande question qui se pose, c'est de savoir si la Fed ne craquera pas en cours de route. Et effectivement, c'est en fin d'année, si on imagine un taux de chômage qui remonte vers 4,5-5, il y a quand même des chances qu'elle fasse marche arrière. En tout cas, c'est ce qui est anticipé par les marchés, parce que maintenant, quand on regarde les contrats futurs, les marchés anticipent des Fed Funds qui remontent encore assez nettement sur l'année 2022 jusqu'à au moins 3,5, puis ensuite qui baissent, qui seraient baissés par la Fed assez clairement sur 2023. Il y a maintenant presque 75 points, il y a plus de 75 points de base de baisse de taux qui sont pressés pour 2023. Et puis ce qu'on peut voir aussi quand même sur les marchés obligataires en eux-mêmes, il y a quand même eu un petit changement de psychologie, on va dire, sur les 10-15 derniers jours, avec les marchés obligataires qui sont beaucoup plus préoccupés par la récession. Et à chaque fois qu'on a des mauvais chiffres en fait sur l'actualité, on l'a bien vu avec l'ISM manufacturier la semaine dernière, et bien à chaque fois maintenant les taux baissent, et c'est quand même bien ça qui focalise l'attention des marchés obligataires plus que l'inflation élevée actuellement. Oui, derrière la baisse des taux, ce sont les taux réels qui baissent là, effectivement, depuis ce changement de psychologie du marché et ce focus mis sur les perspectives de croissance. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Faut-il se tourner vers les émergents et le premier d'entre eux, la Chine, pour déceler peut-être des sources d'espoir à court terme pour les investisseurs? C'est la question qu'on pose à Bruno Vanni, le président de Gemo Assets, à mes côtés en plateau. Bonjour Bruno. Bonjour. Spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents. Au départ, c'était l'investissement action, c'est aussi l'investissement obligataire, je le rappelle, avec un nouveau fonds qui a été lancé il y a quelques mois à peine. Voilà, je n'ai plus la date en tête. Voilà, donc il y a aussi la partie obligataire désormais. Oui, est-ce que la Chine est une source d'espoir désormais pour les investisseurs, Bruno? On va dire à court terme. Oui. Ne nous privons pas de bonnes nouvelles, même à court terme. Voilà, c'est vrai que depuis quelques semaines, l'ensemble des marchés mondiaux baissent fortement, à l'exception quand même de la Chine. Il faut le préciser. Sur le mois de juin, les marchés chinois, que ce soit à Hong Kong, mais surtout les marchés domestiques de Shanghai et de Shenzhen, on affiche des performances de l'ordre de 7-8% de hausse. C'est quand même exceptionnel dans cet environnement très difficile que nous avons aujourd'hui. Alors pourquoi la Chine repart comme ça? Le premier point, c'est quand même on a vécu une période très très difficile en Chine au mois d'avril, mai, avec un Covid, des confinements à Pékin et surtout à Shanghai, qui sont maintenant plus ou moins quasiment totalement terminés, quoi. Alors difficile de dire si le Covid peut revenir dans certaines régions, mais en tout cas on a l'impression qu'on a vu le plus mauvais, et de fait les entreprises ont repris leur activité. Tesla a repris ses activités à Shanghai. La ville a de nouveau revit normalement. Alors face à ça, il y a un jeu, je dirais, de réouverture, clairement, quoi. Donc, et même les consommateurs sont un petit peu d'optimisme quand même à court terme. Là. Le côté revanche toujours qui joue. Exactement, après ces phases de confinement. Le confinement en Chine, c'est pas le confinement parisien, vous le savez bien. C'est quand même très très dur. Donc évidemment, la fin d'une période comme ça aussi difficile nous permet quand même d'être un peu plus optimiste à court terme. Encore pas difficile d'avoir une vision très 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 long terme aujourd'hui, mais à court terme, voilà, on a un troisième trimestre qui devrait montrer une réaccélération économique. On a un quatrième trimestre qui va être ponctué, bien sûr, par le grand congrès du Parti communiste. Et on voit mal comment il y a 3000 et quelques dignitaires qui vont se réunir à Pékin pour ça. Et il faut qu'ils puissent se réunir. Voilà, ils puissent se réunir. Et si eux peuvent se réunir de manière tout à fait formelle et informelle, c'est sûr que
on voit mal un confinement à Shanghai ou à Shenzhen, par exemple, au même moment, quoi. Ouais. Donc, on peut estimer que politiquement, même, il n'y aura pas trop de Covid, entre guillemets, Compris. la fin On de comprend l'année. le message. Ouais. Voilà le message politique. Par ailleurs, au niveau monétaire, on a quand même une banque centrale qui a les moyens de faire de la relance monétaire. Elle a commencé, mais c'est encore très modeste, hein. Et ça, c'est une énorme différence par rapport au reste du monde, hein, clairement, quoi, où on a plutôt les moyens de faire de la relance, de l'assouplissement monétaire, alors qu'on fait du resserrement ailleurs. Et j'ajouterais, même d'un point de vue fiscal, je dirais les finances chinoises sont suffisamment saines pour qu'on fasse également un peu de relance. On le voit un petit peu dans l'infrastructure aujourd'hui, mais tout ça pourrait être un peu plus important. Donc clairement, on a un cas pour une accélération économique, j'ai envie de dire, troisième et quatrième trimestre, peut-être pour aller toucher les 5% de croissance ou les 5,5% qui sont l'objectif affiché. Qui n'a pas été remis en cause jusqu'à présent. Mais peu importe, j'ai envie de dire, c'est la tendance est vers quelque chose d'accélération, ce sera positif. Par ailleurs, les marchés chinois sont peu chers. Et alors voilà, comment on a envie de profiter de cette fenêtre d'opportunité ? Est-ce qu'on a envie de jouer le plan de relance via les infrastructures, l'investissement, le côté un peu recette classique traditionnelle ? Est-ce qu'on veut jouer la partie demande, consommation ? Moi, je crois qu'il y a un bon stock picking, même quasiment dans tous les secteurs. Il y a vraiment des opportunités en ce moment, parce qu'il y a franchement, dans les secteurs qui sont peut-être moins à la mode, il y a eu des baisses très très fortes, et donc on peut y voir quand même des opportunités. J'ai envie de dire, d'un point de vue plus macro, c'est vrai que les marchés locaux, hein, Shanghai, Shenzhen, les actions A, paraissent mieux orientés, parce que la liquidité est sans doute meilleure dans ces marchés. Et qu'elles subissent moins le resserrement monétaire américain, notamment, par rapport à Hong Kong. Mais ayant dit ça, on a des valeurs, notamment les valeurs Internet, les Alibaba, Tencent, qui sont cotées à Hong Kong, qui ont énormément baissé depuis 18 mois ou 12 mois. Et là, on trouve qu'il y a des opportunités. Nous, notre stratégie, c'est d'être déjà surpondéré sur la Chine, parce qu'on est largement surpondéré dans nos fonds globaux. Et au sein de cette stratégie, vraiment de privilégier les actions A. Et on en a sur les 38% qu'on a dans GEM Equity, on en a 17,5%, donc quasiment la moitié. Et sur les autres 20%, avoir une stratégie très Internet. On aime beaucoup Alibaba, le e-commerce, Alibaba, Tencent, Alibaba et plutôt JD.com. D'accord. Pinduoduo aussi, qu'on joue également dans GEM China. Donc des sociétés qui ont vraiment dérouillé, entre guillemets, et qui peuvent bénéficier d'un effet revanche. Et malgré la réglementation dure qui s'est abattue sur ces grandes plateformes, les modèles économiques sont toujours pourvoyeurs de valeur, de richesse pour l'investisseur. Ce pushback monumental qu'on a eu quand même l'année dernière, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il est quand même beaucoup moins fort. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Non. Encore une fois, toujours faire attention. Mais on sent bien que c'est moins le sujet de cette année. Alors parce que peut-être ça peut revenir plus tard. Et je dirais que par ailleurs, on ne voit pas, nous, ces business models comme étant totalement remis en cause. Alors, certes, la profitabilité qu'on pouvait espérer il y a 2 ans sur les 5 années à venir sera sans doute pas au rendez-vous, mais entre-temps, les titres ça a été pris en compte. Ça a été pris largement. Vous dites. Donc, de ce point de vue-là, on est assez confortable, je dirais. Hors Chine, et c'est très intéressant, effectivement, parce que la Chine, sur le plan de la politique monétaire, fait exception aujourd'hui. Bon, il y a le Japon dans les pays développés, mais la Chine dans les émergents qui est à l'inverse du reste de la sphère émergente, qui connaît des sujets d'inflation également. Et d'ailleurs, les banques centrales émergentes ont commencé à monter leur taux bien avant les grandes banques centrales des marchés développés. Où est-ce qu'on en est de ce cycle de resserrement des politiques monétaires ? Est-ce qu'il est mené de bonne façon, de manière appropriée ? Les émergents et l'inflation, c'est un sujet que les banques centrales des émergents connaissent. Absolument, elles connaissent. Elles ont payé pour voir depuis plusieurs décennies. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde l'Amérique latine, qui est toujours l'enfant pauvre au niveau de l'inflation, on voit surtout au Brésil quand même une banque centrale qui a augmenté massivement ses taux d'intérêt presque avant tout le monde. On est passé de 2,75 à 12,75 aujourd'hui. Quand même une augmentation considérable. Et de fait, les chiffres d'inflation au Brésil commencent à piquer un petit peu également. Donc on pourrait peut-être anticiper en tout cas des taux qui pourraient rebaisser plutôt en début d'année prochaine qu'avant. Mais quand même, c'est assez exceptionnel, je veux dire, ce qu'ils font. Ils le payent cher. L'économie étant pas en récession, mais vraiment la croissance est quasiment égale à 0.
Donc ça, c'est intéressant de le voir. Ailleurs en Asie, j'ai envie de dire, on a des inflations qui ont commencé à monter un peu plus tard. Donc on a des réactions des banques centrales un peu plus en retard, je dois dire. D'accord. Et on le voit bien en Inde, où on a monté les taux 2 fois depuis le mois de mai. La Banque centrale est encore un peu en retard. Je pense qu'elle va encore voir des augmentations de taux. Même chose, j'en dirais, dans un pays comme en Corée, par exemple. Ailleurs, comme en Indonésie, par exemple, c'est beaucoup moins un sujet. L'inflation est très contrôlée. Donc, quelque part, on ne s'attend pas à des hausses massives de taux. Vous faisiez un parallèle avec le Japon tout à l'heure. L'énorme différence, quand même, c'est que le yen, lui, est à la cave. La Banque centrale, la Chine a une politique monétaire assouplie. Le yuan, pas le yen, Oui, bien sûr. est quasiment est à un niveau quand même très, très élevé. Pas le même niveau de laxisme monétaire, on est d'accord. Tout à fait. Et ça offre, dans ces gros émergents, vous avez Brésil, Inde, où on est soit au terme peut-être d'une politique de resserrement monétaire, soit en phase de resserrement monétaire. Pour l'investisseur, ça offre quel type d'opportunités ? Quelques opportunités, je dois dire, peu quand même, parce que le marché indien a quand même très bien performé en relatif, même s'il a baissé un petit peu et qui commence un petit peu à sous-performer depuis quelques semaines, mais pas beaucoup. On a quand même des niveaux de valorisation qui ne sont pas tout à fait simples. Et les investisseurs locaux qui ont tenu ce marché avec des taux qui montent, risquent de switcher une partie de leurs actifs sur les obligations, ou en tout cas sur des produits fixes. Donc le marché, et à mon avis, va se maintenir plus ou moins à son niveau. Alors les bonnes nouvelles, c'est quand même que l'économie fonctionne relativement bien quand même en Inde. On a moins de problématiques de Covid comme on peut l'avoir en Chine. La politique Covid a été assez laxiste quelque part, et qu'il y a une immunité collective qui s'est développée. Donc pas très inquiet, même si on n'attend pas grand-chose sur le marché indien, en tout cas pour les prochains 6 mois. Au Brésil, c'est plus compliqué avec les élections, mais le marché est très bas quand même. L'Amérique latine, de fait, beaucoup baissé. Alors pour les autres pays, c'est plus pour des raisons politiques qui sont compliquées à moyen terme. Au Brésil, c'est plus compliqué, mais à court terme, mais j'ai envie de dire le choix entre les deux, et entre Bolsonaro d'une part et Lula d'autre part, lequel est le plus mauvais, on ne sait pas trop. Finalement, le marché va moins s'inquiéter de ce sujet. C'est un partout balle au centre pour les investisseurs. C'est un peu ça. Le thème matière première, alors, qui est un thème double face dans les émergents, il y a ceux qui en produisent, ceux qui en consomment. Ça reste un thème d'investissement à privilégier aujourd'hui, sous l'aspect énergétique, par exemple. Alors, sur l'aspect métaux, ça dépend un peu de la Chine. Clairement, si on a une bonne relance assez forte, on pourra peut-être avoir quelques opportunités dans le minerai de fer, notamment. C'est pas le cas aujourd'hui. Clairement, tous ces titres-là ont beaucoup rebaissé dans la perspective de stagflation américaine ou européenne. Le cuivre a envoyé un signal identique, effectivement. Nous envoie un message non équivoque. Encore ça, il y a peut-être des opportunités, parce que comme on a beaucoup baissé, que la Chine risque de repartir à court terme, peut-être qu'il y a des choses à faire à court terme. C'est moins notre sujet, parce qu'on préfère investir sur le plus long terme. Par contre, l'énergie, c'est un autre sujet. Là, il y a une dimension structurelle, je trouve, dans l'énergie qui est intéressante, parce qu'il y a beaucoup de manque d'investissement quand même dans ce secteur, qui nous font dire clairement que le pétrole va rester à des niveaux plus élevés qu'avant, en tout cas, autour des $100. Et ça, c'est négatif pour les gros importateurs, et on pense souvent à l'Inde, qui a un impact assez fort sur sa balance courante, mais moins sur la balance fiscale. Alors c'était le cas avant, parce qu'elle subventionnait clairement le prix de l'essence, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc on n'avait pas le double effet, on avait le double effet avant, on l'a beaucoup moins aujourd'hui. Donc l'impact est quand même moins élevé. Par ailleurs, l'Inde exporte beaucoup, que ce soit services. Il y a des millions d'Indiens qui travaillent à l'extérieur du pays et qui renvoient bien sûr de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle ces remittances qui sont importantes, permettent à la balance courante d'être un peu moins déséquilibrée. Mais ça reste quand même un sujet, il faut bien sûr le regarder. Après, le sujet politique, c'est l'Inde ou la Chine qui achètent du pétrole à la Russie et le paye donc moins cher. Donc l'énergie est vraiment un sujet plus global, que géopolitique, bien évidemment, avec une reprise de la consommation de charbon en Chine, qui permet de limiter le coût énergétique de l'industrie chinoise. Alors peut-être c'est positif pour les
pour certaines de ces entreprises. C'est pas forcément positif pour pour la visibilité à Pékin. Oui, ils s'embarrassent pas des mêmes des mêmes problématiques que nous, mais ça peut revenir bien sûr, un sujet politique. Donc faisons attention là-dessus. Un pays qui est intéressant dans le cadre énergie, c'est bien sûr l'Arabie Saoudite. Qui a remplacé la Russie. Qui a remplacé un peu la Russie, bien évidemment, dans notre univers d'investissement, et qui est extrêmement intéressant au-delà du pétrole, bien évidemment, parce que quand le pétrole est à $100, forcément tout est plus facile, j'ai envie de dire, dans toute la région, dans tout le Moyen-Orient. Mais clairement, il y a une volonté politique pour une plus grande ouverture, pour une libéralisation. Et il ne se passe pas une semaine sans une introduction en bourse, sur la bourse de Riyad. Un marché financier qui est passé d'à peine $1 milliard par jour à aujourd'hui presque 3, 2,5-3 milliards de dollars de transactions par jour. C'est ce qu'on voit sur le CAC. Non, mais voilà. Et donc, 3 milliards d'euros d'échanges sur le CAC. On trouve ça, nous, extrêmement intéressant. Et on investit dans des banques en Arabie Saoudite, ou dans la bourse. Le Tadawul est coté en bourse, donc on l'a en portefeuille. La plateforme d'échange de la bourse de Riyad. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage sur la sphère émergente. Bruno Vanier qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission, le président de Gemway Assets dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure ensemble en direct.